Monsieur le député, Madame la vice-présidente de la région, Madame la première adjointe au maire de la ville de Tours, Monsieur le président de l'université, Monsieur le président des 20e rencontres François Rabelais. C'est avec un peu d'émotion et beaucoup de fierté que j'ouvre cette 20e édition des rencontres François Rabelais. On n'a pas tous les jours 20 ans, dit la chanson, alors je suppose que beaucoup avaient envie de le dire, excusez-moi d'avance, avec le sous-titre « 20 ans après », les membres du comité de pilotage ont non seulement adressé un clin d'œil à l'œuvre d'Alexandre Dumas, bien sûr, mais ils ont voulu aussi revenir sur ce qu'avait été le thème de la première édition de cette manifestation. La première édition s'appelait précisément « Les nouvelles tendances culinaires ». Soit dit en passant, vous pouvez prendre connaissance de toutes les éditions préalables des rencontres François Rabelais, soit sous forme de podcast, soit sous forme de vidéo sur le site de la Villa Rabelais. Donc, le grand chef Christophe Hay, qui nous a fait l'honneur de présider cette 20e édition, et je l'en remercie chaleureusement, sera sans doute amené à dire quelques mots de ce qu'il faut entendre par nouvelle tendance culinaire, bien sûr. En 2024, et d'ores et déjà, on peut affirmer que les nombreux débats et ateliers qui nous réuniront durant ces 2 jours manifestent la pertinence et la fécondité de ce thème, qui a donc été bien choisi. Toutefois, en tant qu'historien et historien d'une période très éloignée de la nôtre, je ne peux pas m'empêcher de noter que l'histoire de la cuisine, et notamment de la cuisine française, a été ponctuée de moments de renouveau, de renouvellement. Alors on disait peut-être pas les nouvelles tendances culinaires à l'époque, mais on parlait de nouveautés. Dès le XVe siècle, donc à la fin du Moyen-Âge, on peut détecter les premiers signes d'une nouvelle cuisine, celle qui s'épanouira à partir de 1650 environ, affirme de son côté à nouveau sa rupture avec les pratiques antérieures, celles de la Renaissance. Et vers 1730, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours, une cuisine ouvertement moderne, c'est le mot qui est employé, une cuisine ouvertement moderne, se présente et déclare à son tour vouloir rompre avec la précédente. Donc vous voyez, c'est un mouvement perpétuel au fond. Peut-être les nouvelles tendances dont nous parlerons aujourd'hui et demain se révéleront-elles n'être que des feux de paille, qui sait ? Et d'autres apparaîtront que nous ne soupçonnons pas encore. J'ai envie de dire, rendez-vous dans 20 ans pour en reparler, sans doute. Mais avant de céder la parole à Christophe Hay, je tenais à remercier tous ceux qui contribuent au succès de notre événement, parfois depuis de longues années. Les institutions qui soutiennent l'IEHCA, Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, voilà, depuis de longues années, qui nous ont fait l'amitié de bien vouloir prendre la parole aujourd'hui, la région Centre-Val de Loire, la ville de Tours, qui a bien voulu mettre à notre disposition ce premier étage des Halles, qui est la 2e pierre de la Cité de la gastronomie, avec la Villa Rabelais, et peut-être une autre à venir, et l'Université de Tours. Et aussi la métropole, le ministère de l'Éducation, celui de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Culture à travers la DRAC, mais encore le lycée Bayet, la Cité des formations, le lycée Clouet, les compagnons du devoir, avec leurs élèves, leurs apprentis, leurs enseignants, qui apportent une contribution essentielle
à cette manifestation, c'est-à-dire qu'ils nous nourrissent notamment. Et enfin, l'Institut de Touraine qui a bien voulu mettre à notre disposition des salles pour nos ateliers. Last but not least, je tenais à remercier la petite équipe de l'IUHCA qui a travaillé autour de Kylian, je ne sais pas où il est. Il est là, autour de Kylian Stingel, véritable maître d'œuvre de cet événement sous la houlette de Francis Chevrier, le directeur de notre structure. Je vous souhaite à tous et toutes de très belles rencontres François Rabelais 2024. Bonjour à toutes et à tous. Christophe, donc le chef de Fleurs de Loire à Blois. C'est un honneur et vraiment avec un grand plaisir que je préside cette 20e édition. Alors si on revient un petit peu en arrière, il y a 20 ans, j'étais bien loin de ma région natale puisque j'étais aux États-Unis pour représenter Paul Bocuse. Donc je vais essayer de ratisser, de voir un peu l'évolution de cette cuisine et de ce que peut être l'alimentation de demain. Donc c'est aussi très intéressant en fait de se poser un peu et de voir comment on pouvait s'alimenter. Il y a 20 ans, on parlait déjà de nouvelles tendances, donc c'est très intéressant. Mais est-ce que ces nouvelles tendances, elles nous ont vraiment marqué ces 20 dernières années ? Finalement, j'en suis pas si sûr parce qu'il a fallu quand même qu'une pandémie passe par là pour se rendre compte un peu de ce que pouvait être cette vraie alimentation de proximité, ce fait d'aller chercher les petites pépites qu'on pouvait avoir autour de nous. Donc cette nouvelle cuisine, comme on a pu l'entendre, hein, c'est quelque chose qu'on entend depuis le 16e peut-être, le 16e, 17e siècle, puisqu'en fait c'était aussi une façon de voir comment on pouvait s'alimenter et arrêter de manger que de la protéine animale. Et c'est là où est arrivée justement toute cette partie végétale. Donc une partie qu'on a développée au fur et à mesure, mais qu'on développe encore plus aujourd'hui et qu'on développera certainement encore plus demain. Donc elle passe bien entendu par nos agriculteurs. On en entend beaucoup parler en ce moment, mais tout simplement parce qu'on s'y intéresse aussi de plus en plus et on essaie d'éviter de les laisser aux oubliettes. Donc ils sont aussi là pour faire justement notre alimentation de demain et pour produire notre alimentation de demain. Donc en tous les cas, pour moi, je pense que ça sera vraiment une vraie réflexion et une vraie attente de la gastronomie en général. Hein, et quand on parle de gastronomie, on ne parle pas que de maisons étoilées, mais on parle bien entendu du départ de la façon de s'alimenter, de la façon de voir aussi notre impact environnemental et la façon dont on va pouvoir maîtriser justement tous ces éléments et faire que demain, on va écrire une nouvelle page de cette façon de s'alimenter. Et je pense qu'on est en train justement de basculer gentiment dans une nouvelle phase. Et cette phase, on va essayer juste de la poursuivre, de la consolider. Et je pense que ça sera une vraie réflexion pendant ces 2 jours. De nombreuses personnes vont intervenir et justement pour pouvoir se poser et se dire qu'est-ce qui va pouvoir faire que notre façon de s'alimenter, elle va changer, elle va évoluer, on va voir de nouveaux produits arriver, mais est-ce que ces nouveaux produits finalement sont vraiment nouveaux ou est-ce que c'est aller chercher justement dans l'histoire et redonner un sens aux cultures et à la façon de s'alimenter? Moi, je pense que voilà, on a de très belles choses à débattre pendant 2 jours et en tous les cas, c'est un honneur pour moi vraiment d'être à vos côtés, de pouvoir soutenir les personnes qui vont intervenir et de vous apporter ma réflexion de notre alimentation d'hier et de ce que sera notre alimentation de demain. Merci à tous.
Bonjour à toutes et à tous. Donc Arnaud Giacometti, président de l'Université de Tours. Monsieur le président de l'IEHCA, cher Bruno. Monsieur le président des 20e rencontres François Rabelais. Monsieur le député, cher Charles. Madame la vice-présidente du Conseil régional. Madame la première adjointe à la ville de Tours, chers collègues, mesdames, messieurs. Alors, je suis ravi évidemment d'ouvrir ces nouvelles journées François Rabelais. Une 20e édition concoctée par toute l'équipe de l'IEHCA. Et l'IEHCA que je remercie une nouvelle fois, on va dire, pour la qualité et l'originalité des événements qu'ils mettent en œuvre, on va dire, et maintenant depuis de très longues années. Et puis merci également à la région, à la métropole, à la ville de Tours, pour, on va dire, leur soutien à l'organisation de ces rencontres. Alors, cette année, les rencontres François Rabelais s'articulent sur 2 journées, avec de nombreux ateliers, une quinzaine de tables rondes. Elles permettent à la fois aux universitaires, enseignants et enseignantes, mais aussi aux étudiants et étudiantes, et enfin aux prescripteurs et consommateurs, de réfléchir et de s'exprimer sur la gastronomie en tant que champ culturel et patrimonial. Ces rencontres, on peut les voir comme une véritable université ouverte des sciences gastronomiques et qui s'adresse à toutes celles et tous ceux qui sont convaincus que la cuisine et la table sont des espaces socioculturels fondamentaux pour la transmission au sein de notre civilisation, mais d'ailleurs, je dirais presque au sein de toutes les civilisations, peut-être à des degrés divers, mais je pense que ça touche, on va dire, tous les citoyens du monde. Alors, chaque édition des rencontres François Rabelais, je pense, est aujourd'hui très attendue par un public de fidèles, notamment d'enseignants et enseignantes provenant de toutes les académies. Alors, pour cette 20e édition qui constitue un bel anniversaire, comme l'a dit Bruno, a été repris le thème de la première édition pour nous donner un peu l'occasion de faire un bilan, on va dire, et une mise en perspective de ces, justement, tendances culinaires. Alors, on sait que nos goûts, nos dégoûts, si parfois, nos pratiques, nos régimes, nos interdits évoluent, que les modes et les tendances culinaires changent au même titre que nos sociétés évoluent. À ma petite échelle, c'est vrai que si je regarde, si j'imagine ce qu'était ma cuisine, alors je ne suis pas chef cuisinier, mais ce qu'était ma cuisine il y a 20 ans, j'avais du mal à imaginer un dîner sans viande ou poisson, vraiment de manière très claire. Et alors, 20 ans après, c'est plutôt, on va dire, ça s'est inversé. La viande et le poisson, c'est, oui, aller une fois dans la semaine, plutôt le dimanche, voilà, parce qu'il y a encore, on va dire, une certaine tradition. Mais du coup, c'est finalement peut-être encore plus de temps en cuisine. Et puis, on va dire, avec des pratiques voilà, qui ont beaucoup évolué. Alors, le programme de cette 20e édition est très riche. Et je ne vais pas avoir, moi, la chance d'y participer, et notamment à des ateliers. Pourtant, j'en ai repéré quelques-uns qui m'intéressaient plus particulièrement, notamment sur la mise en œuvre d'une sécurité sociale de l'alimentation, qui est une idée aujourd'hui, on va dire, parfois à la marge des grands et parfois très pauvres débats nationaux, mais que je n'en doute pas prendra une place importante dans les projets nécessaires à ce qu'on appelle cette transition écologique et sociale. Des expérimentations sont déjà en cours. Je pense qu'aujourd'hui, un des moyens d'agir face au contexte actuel, c'est de travailler dans les marges et, on va dire, de faire émerger des choses à partir de ces marges. Et puis, j'aurais bien aimé aussi assister à l'atelier sur les actions solidaires et culinaires, parce que j'avais participé au jury qui avait décerné à Marine Mandrilla, cofondatrice de l'association Refugee Food, le prix François Rabelais 2022, qu'elle avait obtenu. Et j'avoue, un projet qui, en 2022, m'avait particulièrement enthousiasmé. Et puis enfin, pour mes pratiques, on va dire culinaires plus personnelles, j'aurais bien aimé assister aux ateliers sur la cuisine des plantes sauvages et légumineuses, car je sais l'importance qu'elles peuvent avoir aujourd'hui justement dans l'évolution de nos façons de cuisiner. Une dernière chose, alors je dirais comme aujourd'hui à peu près dans toutes les conférences, manifestations, il y a une place qui est donnée à l'intelligence artificielle, parce que bon, tout le monde en parle. Je suis professeur d'informatique, plutôt spécialiste de l'IA.
Je rappellerai quand même qu'aujourd'hui, pour l'instant, les agents conversationnels qu'on utilise beaucoup, ils n'échangent qu'à travers le langage, uniquement le langage. Alors, c'est bien de parler de cuisine, hein, mais on sait que c'est pas suffisant d'en parler. Goûter reste quand même un élément assez essentiel, et pour l'instant, nos systèmes artificiels n'ont souvent quand même ni goût ni odorat. Donc la cuisine qu'ils peuvent nous proposer, voilà, c'est une cuisine définie qu'à partir du langage, en plus d'une manière, on va dire, vous savez, qui là aussi, je pense, est assez faible. C'est de la répétition, on va dire, et c'est des statistiques, c'est du calcul. Il n'y a pas de sémantique derrière. Donc voilà, j'avoue que je suis un peu circonspect sur l'utilisation de l'IA pour la cuisine, qui, d'abord, avant tout, je pense, un plaisir qui est corporel. Voilà, mais donc je vous souhaite à toutes et à tous des échanges goûteux, justement, pendant ces 2 journées. Merci pour votre attention. Madame Alice Vanneroy, première adjointe au maire en charge de la gastronomie et de l'alimentation. Oui, bonjour à tous et toutes. Je me permets d'excuser Emmanuel Denis, maire de Tours, qui était retenu ce matin par une visite ministérielle, mais qui aurait bien aimé, je crois, pouvoir ouvrir avec moi et avec l'ensemble des personnalités présentes ces rencontres François Rabelais. Monsieur le député, Madame la vice-présidente de la région, Tamaniata, Monsieur le président de l'université, Monsieur le président des 20e rencontres, cher chef, et puis évidemment, cher Francis, et puis Monsieur le président de l'IEHCA. Je suis évidemment ravie, particulièrement ravie cette année, j'avoue, de vous retrouver au Hall pour cette 20e édition. Alors le fait que ce soit au Hall, finalement, c'est un concours de circonstances. Les travaux de la salle Télém où ça se passe habituellement qui empêchaient l'accessibilité. Et puis c'est aussi un petit peu, je l'espère, le résultat d'une envie partagée par la ville de Tours et l'IEHCA de pouvoir accueillir ce temps fort de l'alimentation ici, au cœur de la ville, dans ce qu'on appelle le ventre de Tours. En préambule, j'aurais aussi un remerciement particulier pour Marie-Bernard Amirodès, qui est donc agente de la ville de Tours, et puis Kylian Stingel pour l'IEHCA, qui ont fait en sorte que ce soit possible de vous accueillir dans cette salle. Et croyez-moi, ce n'est pas si évident que ça en a l'air. Et en l'occurrence, l'intelligence artificielle n'y aurait rien pu. Donc on était bien content d'avoir des vrais agents en capacité de faire ce travail-là, qui est un travail extrêmement ambitieux. Dans cette salle qui, comme vous pouvez le constater, elle n'a pas beaucoup changé depuis les 20 dernières années. Parler d'alimentation et de gastronomie dans les Halles de Tours, la symbolique est évidemment très forte. C'est un lieu connu, rattaché par tous les Tourangeaux et Tourangelles à un moment de gastronomie, de plaisir, qu'on y vienne tous les dimanches matins ou de façon plus exceptionnelle à la veille d'un repas de famille. C'est aussi vraiment un reflet de l'évolution de la société, ce bâtiment, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Et je vous invite, si vous en avez la possibilité, à aller voir l'exposition qu'on inaugurera demain, qui est au sud, à l'entrée sud des Halles, sur l'histoire de ce bâtiment, l'histoire des Halles, et qui retrace vraiment ce que ça a été, cet endroit, à la fois un marché de gros il y a très longtemps, puis de demi-gros, jusqu'au marché qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est toujours intéressant de se rappeler l'histoire de ce lieu pour le comprendre aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, c'est un rez-de-chaussée avec beaucoup de commerçants et beaucoup de produits de qualité. C'est un lieu bouillonnant, gourmand. Mais certains le savent ou ne le savent pas, c'est aussi un lieu avec des étages qui, eux, sont plutôt dormants aujourd'hui, en tout cas toute la partie nord. Presque 2000 mètres carrés qui n'attend que ça, que de pouvoir à nouveau accueillir des visiteurs et faire découvrir tout son potentiel. Et j'espère, je vous donne rendez-vous parce que j'espère vraiment que dans les mois et les années à venir, enfin, ces espaces vont être ouverts à tous les habitants et qu'on va pouvoir recréer encore plus de dynamisme autour des Halles de Tours. Alors je suis désolée, d'habitude j'essaie de faire très court, mais là aujourd'hui je me suis autorisée à faire un peu long. Les rencontres François Rabelais, c'est aussi cette année, et je tenais à le souligner, le point final, en tout cas la clôture de toute une programmation qui s'est déroulée dans la ville autour de l'alimentation, ce qu'on a appelé la programmation arrière-cuisine, qui a permis, depuis, on va dire, la mi-octobre,
un très grand nombre d'animations, que ce soit à destination des scolaires, que ce soit à destination du grand public, avec beaucoup de projections cinéma dans la ville, dans les médiathèques, les maisons de retraite. Beaucoup de partenaires se sont impliqués dans cette programmation arrière-cuisine. Et je vous invite, pour ceux qui le souhaitent d'ailleurs, ce soir à revenir ici, où on aura la projection du film Bienveillance paysanne, avec tout un débat autour des sujets aussi très importants que traverse le milieu agricole aujourd'hui. Revenons aux rencontres François Rabelais. Alors, par curiosité, et je remercie Francis Chevrier, j'ai récupéré le programme des éditions 2005, qui était plus minimaliste, on va le dire comme ça. Et je crois aussi à l'image à l'époque de questionnements sur la cuisine moléculaire et un certain nombre d'innovations dont on voit qu'on est un petit peu sorti à ce jour. J'ai aussi noté que parmi toutes les personnalités représentées, le seul qui est encore présent, c'est effectivement Francis Chevrier, 20 ans plus tard. Non, c'est plutôt un compliment. Ça veut aussi dire qu'en matière de longévité, il vaut mieux être directeur qu'élu, en fait, je crois. Toujours est-il qu'en balayant le programme de ces nouvelles tendances culinaires version 2005, j'y ai retrouvé finalement des choses qu'on retrouve encore beaucoup à présent. On y parlait déjà de régime. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais on y retrouve aussi un certain nombre de sujets qui appartiennent à une époque, donc sur la cuisine moléculaire et puis toute l'innovation qui pouvait se poser à cette époque-là. Et en contrepoint, effectivement, je rejoins complètement le président de l'université sur la richesse du programme qu'on a élaboré au cours de ces 20 dernières années. Et ces deux sujets, j'ai retenu exactement les mêmes qu'il y a dans le programme cette année et qui me tiennent à cœur. D'une part, poser la question de la sécurité sociale alimentaire. C'est poser la question de l'accès pour tous à une alimentation bonne, propre et juste selon la doctrine de Slow Food. Et je pense que c'est un sujet essentiel et qu'il y a une urgence majeure à repenser le système alimentaire aujourd'hui qui est en crise de toutes parts, à tous les bouts de la chaîne, à tous les maillons, que ce soit pour les agriculteurs comme pour les consommateurs. Preuve que le système est à repenser et qu'il ne s'agit pas de mesures cosmétiques et ponctuelles. Donc il y a un vrai enjeu à ce que ce soit nationalement porté et accompagné et que les initiatives locales puissent être soutenues et largement augmentées et diversifiées. Et puis d'autre part, sur le Refugee Food Festival, qui est aussi une très belle initiative qu'on a la chance d'accueillir aussi à Tours, qui n'est pas portée par les villes en tant que telles, mais par un collectif qui s'implique dans de nombreuses villes en France. Et je leur rends vraiment hommage, parce que c'est l'occasion pour des chefs réfugiés de venir s'installer dans des fourneaux de chefs locaux. Et c'est une très belle illustration de comment l'alimentation et la cuisine créent des ponts entre les civilisations, créent du lien entre les gens, et que finalement une casserole, une assiette, c'est toujours un très bon prétexte pour créer ce lien et recréer de l'humain dont on a vraiment beaucoup besoin dans la société d'aujourd'hui. Je suis ravie d'être là, je suis ravie de vous voir aussi nombreux aux Halles. Profitez des Halles, profitez de ce lieu, et très bonne rencontre François Rabelais à tous et toutes. Thémane Ouattara-Girard, vice-présidente du Conseil régional Centre-Val de Loire. Bonjour à toutes et tous, monsieur le député, messieurs les présidents, parce que du coup vous êtes plusieurs, et très chère Alice, première adjointe de la ville de Tours, et avec qui j'apprécie vraiment ce travail, ce lien sur l'alimentation et entre la ville et la région Centre-Val de Loire. Je trouve qu'on arrive en effet, et c'est une preuve aujourd'hui du lieu, que en tout cas tu persistes, et c'est ce qui est intéressant. 20 ans de nouvelles tendances sur ces rencontres. Alors moi, 20 ans, il y a 20 ans, je devenais paysanne. Il y a 20 ans, je m'installais sur ma ferme et vraiment, mes premières chèvres arrivaient. Et cela fait du coup 20 ans que ce lien avec l'alimentation a pris un petit peu forme dans ma tête. Parce que se dire que l'alimentation, elle est juste pour nous nourrir, souvent quand on a 20 ans, alors j'avais pas 20 ans, enfin il y a 20 ans, je vous le rassure, mais du coup, en tout cas, c'est un vrai sujet. Mais
quand on devient paysanne, on fait vraiment le lien entre notre métier, ce qu'on produit et comment cela se termine. Alors au départ, j'avais juste des animaux, du coup cela devenait de la protéine animale, qu'on arrivait en tout cas à transformer, mais après par la suite j'ai préféré faire du fromage parce que je trouvais que du coup on avait un vrai lien sur le produit et un vrai lien sur la transformation aussi et un vrai lien avec la commercialisation derrière avec tous nos clients. Quand j'ai vu quand même Nouvelle Tendance culinaire 20 ans après, alors je me suis rappelé d'un film que tout le monde a dû voir, qui a à peu près mon âge, L'aile ou la cuisse, et qui du coup apparaît avec, avec l'entreprise Tricatel, où on se dit est-ce que c'est vraiment notre alimentation dans le futur? Et c'était un vrai sujet et je vois encore ce poulet sortir de cet écran de télé, donc c'était assez impressionnant. Et en parallèle, il y a 20 ans, quand je m'installe, je travaille avec des vieilles variétés. Donc d'un côté, en fait, on parle du futur et en même temps, on parle de vieilles variétés. On parle de vieilles variétés de semences sur lesquelles on essaye de travailler sur la résilience. On parle de vieilles races, en tout cas, de races animales qui sont en voie de disparition et sur lesquelles on souhaite travailler. La petite histoire, moi j'ai fait le choix de m'installer avec des Pyrénéennes. Alors elles ne sont pas très locales. Par contre, il y avait un vrai travail sur la rusticité des animaux qui nous permettait d'avancer sur cette transition environnementale parce que qui dit rustique dit beaucoup moins de dépendance aux produits de synthèse, notamment même aux antibiotiques pour les animaux. Et donc, c'était un sujet sur lequel je me suis posé la question, est-ce que les nouvelles tendances et est-ce que cette agriculture moderne et est-ce que cette alimentation moderne, elle n'a pas plutôt le sentiment de revenir au départ? On l'a vu, Christophe l'a très bien dit ce matin, est-ce que vraiment c'est de la nouveauté ou est-ce que c'est un retour en arrière? Je me dis, moi j'ai toujours dit que l'agriculture moderne c'était l'agriculture paysanne. Je le dis souvent, je le dis toujours, parce qu'on travaille vraiment avec le vivant, on cherche les améliorations, mais on cherche les améliorations par les échecs du passé et naturellement. Donc en fait c'est pour ça qu'avec un respect de cette nature, un respect de ces hommes et du travail qu'ils en font, on arrive en fait à un effet de modernisation qui s'accompagne par les chercheurs. Généralement, en fait, on n'avance pas sans les chercheurs et sans les universitaires. Et donc, du coup, ça nous permet vraiment d'évoluer sur ces vieilles variétés. Et alors moi, quand je viens à ces rencontres Rabelais, j'aime bien parler de mes origines parce que qui dit parler alimentation, tendance culinaire, je l'ai fait il y a 2 ans, j'avais parlé de la Polynésie. Je trouve que ce lien de l'alimentation, il est tellement transversal et vous l'avez dit, c'est l'alimentation du monde. Et les nouvelles tendances, elles évoluent en fonction de la société et en fonction des origines de chacun. Enfin, la pépite à chaque fois, la Madeleine de Proust qu'on a quand on parle nouvelles tendances culinaires, elle est complètement différente quand j'ai un déjeuner en famille ici en Touraine que lorsque je me retrouve avec ma famille polynésienne, où du coup on a ces souvenirs et ces odeurs avec ces produits qui viennent alors du coup de l'autre bout du monde, mais c'est vraiment ce chemin qu'on arrive à voir. Tout ça fait que, à travers mon mandat de la région, parce que quand même je travaille aussi, je suis là en tant que vice-présidente de la région, on a travaillé, on a porté une stratégie de l'alimentation régionale qui avait été faite lors de l'ancienne mandature, qui se poursuit, qui va du coup évoluer, mais qui va vraiment parler de transversalité, qui va parler du coup, et je me rends compte qu'on va pouvoir aussi s'appuyer sur les ateliers, comme on le fait régulièrement, qui vont avoir lieu aujourd'hui et demain, mais qui va parler transversalité, qui va parler nouvelles sociétés et qui va parler aussi transition agro-environnementale notamment. Donc, c'est toujours un plaisir d'être ici parmi vous, de s'appuyer sur vos travaux et de faire en sorte que les politiques alimentaires de la région, elles prennent en compte les travaux des territoires et sur lesquels elles nous permettent d'évoluer. On a aussi les PAT qui sont très très actifs au sein
la région et notamment des territoires. Donc, merci pour votre invitation chaque année. On essaye d'alterner avec ma collègue Anne Beignet, parce que du coup, elle est plutôt sur la partie recherche. Moi, sur ma partie alimentation et agriculture, je trouve qu'on a toujours des choses à dire. Ravie d'être avec Christophe, parce que Christophe a toujours un mot pour les paysannes et les paysans qui sont autour de nous. Donc, vraiment, bonne rencontre à vous. Moi, je vais rester une partie de la journée avec vous, et donc, merci. Monsieur Charles Fournier, député d'Indre-et-Loire. Merci beaucoup, monsieur le président de l'IEHCA, monsieur le directeur, cher Francis, monsieur le président de l'université, monsieur le président de la 20e édition, si j'ai bien compris le rôle qui sera le vôtre, cher Christophe, est madame la première adjointe de la ville de Tours, chère Alice, et madame la vice-présidente de la région, chère Temenata. Mesdames, messieurs, bonjour. Moi, c'est ma première édition et je suis très heureux et je vous remercie sincèrement de m'avoir invité, non seulement pour ce mot d'ouverture, mais aussi j'interviendrai dans un atelier, j'y reviendrai, sur la sécurité sociale de l'alimentation, puisque je suis l'auteur d'une proposition de loi qui est déposée collectivement à l'Assemblée nationale et qui, je l'espère, fera son chemin, mais je reviendrai dessus. Je voudrais vous dire la fierté pour le Tourangeau que je suis d'avoir l'IEHCA à Tours, d'avoir la Villa Rabelais à Tours. C'est une invitation à réfléchir sur qui nous sommes, parce que, et il y a un ouvrage qui le disait, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Et chacun qui est passé avant moi a fait cet exercice de se dire depuis 20 ans qu'est-ce que je mange, où j'étais, ce que je faisais. Et votre exercice est déjà à l'œuvre. Juste pendant ce temps d'ouverture, vous nous invitez à réfléchir sur qui nous sommes, mais aussi nous inviter à qui nous serons demain, parce que je crois penser l'histoire, c'est aussi imaginer ce que nous pourrions être demain, ce que seront les tendances demain, et c'est absolument utile. Le sujet de l'alimentation, c'est notre patrimoine commun, c'est ce qui fait aussi notre identité collective, c'est ce qui fait ce que nous sommes. Je l'ai dit, c'est une pratique sociale et c'est un sujet éminemment important. À cette occasion, je voudrais dire qu'il n'y a pas d'alimentation sans agriculture. Il n'y a pas eu encore de mots peut-être, et Temenata, évidemment, tu es bien placé pour en parler, mais nous avons une agriculture qui est en crise et il faut, je crois aussi le dire, au moment où on parle des tendances culinaires, il n'y aura pas d'alimentation sans agriculture et vous savez que le mouvement des agriculteurs va reprendre dans le moment dans lequel nous sommes parce qu'il n'y a aujourd'hui pas d'équilibre possible pour bon nombre d'agriculteurs qui n'ont pas de revenus à la hauteur de ce qui est nécessaire. En ce moment, ils se battent contre le Mercosur, un accord international qui, évidemment, les expose à une concurrence totalement déloyale et difficile et qui participe, évidemment, de mise en difficulté de notre modèle agricole. Mais c'est aussi parce que beaucoup d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. 37% des agriculteurs ont été ou sont sous le seuil de pauvreté. Les chiffres sont assez ahurissants, mais c'est important de le dire. Nous avons cette crise agricole. Et puis dans le même temps, nous avons une crise de la précarité alimentaire, avec là aussi beaucoup de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté ou qui s'estiment être en précarité alimentaire. Dans les territoires ruraux, on parle de plus de 50% des gens qui s'estiment être en situation de précarité alimentaire. Cette situation nous interpelle profondément sur des tendances, non pas seulement culinaires, mais sur les tendances de notre alimentation et sur la situation dans laquelle nous sommes. Alice Vanneroy l'a dit, à tous les niveaux, c'est dysfonctionnel, que ce soit dans nos modes de production, dans nos modes d'alimentation, il y a des inégalités, des injustices absolument profondes. Et face à cette situation, évidemment, il faut réinventer notre modèle. Et ce temps d'aujourd'hui est aussi pour moi un temps pour réfléchir à ce que serait notre alimentation, ce qu'elle pourrait être. On a beaucoup évoqué la sécurité sociale de l'alimentation. Je pense que c'est une des plus belles idées politiques depuis fort longtemps. Et même si il faut qu'elle fasse son chemin, même si elle ne rassemble pas tout le monde aujourd'hui autour de la table, mais je pense qu'elle est absolument pertinente pour plein de raisons. D'abord parce qu'elle peut répondre aux deux crises que j'ai évoquées précédemment. Parce que dans les principes de la sécurité sociale de l'alimentation, je ne vais pas trop en dire parce que j'en parlerai dans l'atelier, mais il y a cette idée que démocratiquement, nous puissions choisir notre alimentation. Démocratiquement, nous puissions conventionner avec des producteurs et faire le choix de notre alimentation et en conventionnant avec ces producteurs, leur garantir
un revenu, leur garantir une qualité de production à l'échelle locale ou à des échelles en tout cas de proximité. Et ça, c'est quand même évidemment un des piliers extrêmement intéressants. Et quand la sécurité sociale a été inventée en 1945, il y avait, ça n'a malheureusement pas duré, ce principe de gestion démocratique. Ça se gérait à l'échelle des départements. Il y avait une caisse unique et c'était les citoyens, dans toute leur diversité, qui avaient une responsabilité sur le choix des types de soins ou sur la retraite, par exemple. Et deuxième raison, cette sécurité sociale est une réponse à la précarité alimentaire parce qu'elle garantirait pour chacun un accès égalitaire à l'alimentation. Je crois que l'égalité alimentaire, c'est un sujet qu'il faut mettre aussi comme réflexion pour les tendances à venir. Et c'est de ce point de vue extrêmement intéressant. Chacun aurait le droit, de manière universelle, à recevoir une somme d'argent, une carte vitale de l'alimentation, ce qui lui permettrait de manger à sa faim, de manger de manière qualitative et de façon égalitaire. Mais évidemment, pour qu'il y ait égalité, certains vont se dire « oui, mais les plus riches, pourquoi auraient-ils droit à un chèque alimentaire, même si ce n'est pas un chèque alimentaire, à une carte vitale ?» Eh bien, l'idée, c'est de socialiser cette possibilité en faisant en sorte que par la cotisation sociale ou d'autres systèmes collectifs, on puisse financer cet accès à l'alimentation pour chacun, chacune. Donc on répondrait aussi à la précarité alimentaire et de ce point de vue, c'est très intéressant. Et puis troisième intérêt de cette sécurité sociale de l'alimentation, c'est qu'elle serait aussi un cadre d'éducation possible, collective, à l'alimentation, à une autre façon de se nourrir, à une autre façon de pratiquer cette alimentation. Il y a là plein d'intérêts et j'espère que le texte de loi qui est déposé, j'aimerais qu'il soit inscrit dans une niche parlementaire. Vous savez, les niches parlementaires, c'est ces journées dédiées à l'opposition. C'est notre petite journée, il ne faut pas la rater, pour présenter nos textes et nos idées. Donc j'espère que le 9 février, dans la niche du groupe politique que je représente, je pourrai inscrire cette proposition de loi. Je veux dire une nouvelle, même je ne sais pas si elle durera, parce qu'il y a à l'Assemblée nationale, vous comprenez que l'exercice budgétaire en ce moment est un exercice compliqué et que la certitude de ce qui a été acquis un jour n'existe pas et que demain ça peut être défait. Mais j'ai réussi à faire passer un amendement de 15 millions d'euros pour soutenir les expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation. Je doute que ça reste dans la copie finale, mais je ferai tout pour que ça soit le cas, parce qu'il y a une trentaine d'expérimentations, et je voudrais dire qu'à Tours, il y a le début d'une expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation, mais je pense à Montpellier, Grenoble, Cadenet, des petites communes comme des grandes communes. Donc ce n'est pas une idée folle, c'est une idée qui est déjà en cours d'expérimentation dans nos territoires, et je pense que ça vaut tout à fait le coup. Voilà, donc à travers cette sécurité sociale, je crois que nous pouvons réinventer notre agriculture, nous pouvons réinventer notre manière de nous nourrir, nous pouvons réinventer la dimension collective de l'alimentation. Je voudrais insister là-dessus parce que je crois que ce n'est pas un acte individuel et tout ce qui nous amènerait à faire de l'alimentation une pratique seulement, tout seul, voilà, serait en contradiction avec ce qu'est le bien manger. Je pense que les Français et les Françaises depuis longtemps veulent renouer avec le bien manger, même si on a eu des tendances dans les 20 ans passés, des tendances à la malbouffe, des tendances au fast-food, des tendances à des formes d'alimentation qui posent problème. Nous avons eu aussi, dans ces 20 ans, les AMAP, par exemple. Nous avons eu aussi le fait maison. Nous avons eu aussi le retour à des formes d'alimentation respectueuses de notre environnement. Ça a été beaucoup évoqué par chacun, chacune. Donc, il y a ces tendances-là. Et je crois que la tendance la plus lourde, c'est de vouloir avoir une alimentation de qualité, une alimentation qui respecte l'écologie, qui respecte les éléments naturels, qui soit en phase avec ce que nous sommes et ce que sont nos territoires. Et donc je crois que cette tendance-là l'emporte, c'est elle qui domine aujourd'hui. Je pense que les pratiques d'alimentation végétale prennent le dessus. Tu l'as dit, Arnaud, il y a 20 ans, manger de la viande, c'était à peu près une évidence tous les jours, ou presque. Voilà, moi, je n'en mange quasiment plus. Je n'ai pas mangé de viande rouge depuis longtemps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger, mais en tout cas, pour ce qui me concerne, cette tendance, elle est à l'œuvre. Et c'est, je crois, une évolution, une prise de conscience, un retour à un rapport aux éléments naturels tout à fait intéressant et tout à fait pertinent. Et donc, à travers ça, je crois que le changement est à l'œuvre. Et prendre le temps, ici, dans ces rencontres François Rabelais, de réfléchir à ces tendances, ce qu'elles ont été dans les 20 dernières années, et peut-être ce qui peut se préparer pour les prochaines années est absolument utile. Donc, bravo pour le travail qui est fait, c'est, je crois, très éclairant. Moi, je suis très heureux d'être là pour la première fois, j'espère avoir l'occasion de revenir, mais vous savez que les mandats de députés, Alice, ils sont encore plus courts maintenant, hein, c'est 1 an, 2 ans. Voilà, le risque que ça ne dure pas est tout à fait palpable, mais en tout cas, j'espère avoir l'occasion
de suivre vos travaux, de continuer à venir ici pour partager avec vous ces réflexions-là et d'être le prolongement à l'Assemblée nationale, ou en tout cas d'essayer de l'être pour traduire concrètement à l'Assemblée nationale ces sujets-là. Je crois que le droit à l'alimentation mérite aussi de trouver sa place dans notre droit de manière beaucoup plus forte. Il l'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais je crois qu'il faut qu'il rentre aussi dans notre droit et dans notre Constitution. Il y a une proposition de loi au Sénat en ce sens. C'est tout à fait important que ce droit à l'alimentation soit consacré, et ce n'est pas un droit juste pour qu'il existe, mais c'est un droit à faire vivre très concrètement. Et je crois que la sécurité sociale de l'alimentation serait une manière de faire vivre ce droit. Donc bravo à tous les initiateurs de ces rencontres. Je vous souhaite de très belles rencontres, et je vous donne rendez-vous dans l'atelier sur la sécurité sociale de l'alimentation et dans tous les autres, évidemment. Mais celui-là, j'aurai le plaisir de partager avec vous en détail ce qu'est cette proposition de loi et ce qu'est cette perspective nouvelle qui s'ouvre à nous d'extraire l'alimentation du seul marché, d'en refaire un commun, parce que c'est, je pense, ça l'ambition qu'il y a derrière. Merci à vous et belle journée au pluriel à vous de travail.